Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, alors bonjour mes chers abonnés. Alors aujourd'hui, c'est la revue de presse du dimanche 16 février 2025. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, puisque c'est une revue de presse que je fais toutes les semaines. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans les journaux du monde entier? Qu'ils soient anglophones, israéliens, français, européens, etc. et évidemment américains. Alors, avant de faire cette revue de presse, j'aimerais vous demander, car je vais faire une nouvelle vidéo toutes les 2 semaines ou tous les mois, où je répondrai à vos questions. Alors, des questions sur l'actualité internationale ou l'actualité française, et puis, peut-être sur mon métier, parce que, bon, moi, depuis 1972, la guerre du Vietnam, j'ai été tout de même en avant de la guerre du Vietnam à la Syrie. Donc, posez-moi des questions. J'essaierai de vous y répondre. Bon, alors, pour la revue de presse numéro 3 de ce dimanche, qu'est-ce qui a monopolisé les journaux du monde entier? C'est évidemment la demande c'est évidemment les communiqués de M. Trump et de M. Poutine sur une possible paix en Ukraine, en tout cas de négociation en Ukraine. Alors évidemment, ça a fait les premières des journaux du monde entier. Regardez, Libération, notre journal Libération, français donc, fait cette première. Ukraine, seul au monde. Ah mon Dieu, quelle horreur! Seul au monde, Poutine et Trump pour parler de la paix. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, mon Dieu, ces deux-là? Alors, Le Figaro aussi s'inquiète, oui, vraiment. Ukraine, l'Europe marginalisée par Trump et Poutine. Et puis, toujours, dans Le Figaro, un article quand même assez long, une double page, sur la mise sur la touche par Trump et Poutine de l'Europe. Eh bien oui, l'Europe s'est mise sur la touche. Pour les négociations, ça me paraît évident. Comment l'Europe peut-elle négocier auprès de M. Poutine, alors qu'elle est toujours aussi volontaire pour la guerre? Comment peut-elle négocier? C'est pas possible. Alors et puis dans la semaine, la réunion de Munich, où Vance, le vice-président des États-Unis, s'inquiète du manque de liberté de certains mouvements européens et s'attaque directement à un commissaire européen, rappelez-vous, M. Breton. Et là, c'est la stupéfaction. Sur les chaînes comme LCI et BFM, mais aussi en France, sur France Télévisions, et puis évidemment sur tous nos journaux, qu'ils soient allemands, français, tous les journaux européens. C'est la stupéfaction. We gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about
vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany, too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. Comment un vice-président des États-Unis peut-il nous dire ce que nous devrions faire? Comment peut-il nous dire cela? Comment peut-il nous reprocher de ne pas être démocratique? Et comment peut-il nous dire cela? Nous, Europe, si belle, si justement démocratique, évidemment. Oui. Quel tollé général dans la presse, dite européiste. Mais quelle vérité de la part de M. Vance, vraiment. Alors, la vocifération de ces européistes, moi, m'enchante. Parce que ça veut bien dire qu'ils ont perdu. Ça veut bien dire que là, ils sont tellement estomaqués, tellement abrutis, mais que vont pouvoir-ils faire? Alors ils essayent par-ci, par-là, sur LCI, sur BFM TV, sur France Télévisions, etc., etc. Ils essayent de répondre. Et puis, sur LCI, hier, je crois, Pierre Lelouch, à la question suivante, vitrifie le plateau. Écoutez. Attaque sans le nommer Thierry Breton, très vertement. Bon, la Roumanie quand même. Il a bien fait. Il a bien fait entre nous. L'histoire. Il a bien fait d'attaquer sans le nommer Thierry Breton. Dites-moi pourquoi. Tout ça, c'est ces gens qui vendent du vent et qui nous ont conduits dans cette situation épouvantable. Nous sommes aujourd'hui. Mais sur la Roumanie, forte suspicion tout de même. Il y a un réseau social qui s'appelle TikTok. Il y a un candidat qui sort de nulle part et qui arrive au premier tour en tête de l'élection présidentielle. Attendez, Vance, il dit qu'il n'y a même pas une suspicion. Les Russes sont intervenus. Mais c'est parce que le système démocratique en Roumanie n'était pas solide. Et moi, je peux vous en témoigner, puisqu'à l'époque, j'avais convaincu le président Sarkozy de ne pas les laisser rentrer dans Schengen, tellement ils ne tenaient pas leurs frontières, alors qu'on n'avait pas à m'expliquer que la Roumanie est un parangon de démocratie. La preuve, c'est qu'on a lu les élections. Donc ce que Vance dit, c'est vrai. C'est vrai. Vous m'entendez? À savoir que notre régime, à force de multiplier les bonnes causes, alors un coup il faut défendre les féministes, un coup il faut défendre tel. Et finalement, on en est quand même arrivé en France, Monsieur Oda, à interdire une chaîne de télé quand même. Alors pour parler de l'Ukraine, et puis pour parler de notre philosophe préféré, Monsieur Bernard-Henri Lévy, qui a, vous le savez, des problèmes actuellement, eh bien, pour parler de l'Ukraine, nous avons un article très intéressant vantant les succès de Bernard-Henri Lévy auprès d'Emmanuel Macron.
Regardez. Ukraine, Gaza, Libye, la diplomatie parallèle de BHL, l'éminence grise d'Emmanuel Macron. Eh bien, l'éminence grise d'Emmanuel Macron, il a vraiment des problèmes actuellement. Et bien sûr, donc peut-être conseillé d'ailleurs par Bernard-Henri Lévy, M. Macron met en garde, envers des pourparlers de paix qui ne doivent pas se tenir, car ce serait une capitulation. Encore ce journal Libération. Alors évidemment, le New York Times enchaîne, à moins que ce soit Libération qui enchaîne sur le New York Times, je ne sais pas. Alors, autre article, mais cette fois-ci dans un journal britannique, l'Ukraine risque de tomber en guerre civile si la paix est une mauvaise paix. Pardon. L'Ukraine risque de tomber en guerre civile. Le journaliste de ce journal britannique sait-il que l'Ukraine est en guerre civile depuis 2014, qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts du côté russophone à partir de 2014, jusqu'à l'intervention des troupes russes en 2022. Comment ce journaliste ne sait-il pas ça? C'est incroyable quand même. Et puis le Financial Times nous dit que finalement, rien ne va plus entre Zelensky et Trump sur le thème des terres rares. Ah, moi je croyais que Zelensky avait déjà donné les terres rares à Trump. Eh bien non, d'après le Financial Times. Car Trump ne veut que rembourser les investissements des États-Unis en Ukraine, investissement qu'avait fait M. Biden. Mais il ne veut pas, contre les terres rares, envoyer d'autres armes. Alors aujourd'hui, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est entretenu avec M. Lavrov. Oui, suite à l'appel du président Donald Trump avec Vladimir Poutine. C'est donc une nouvelle qui nous vient de Moscou. Et une interview de Zelensky qui nous dit que les élections présidentielles en Ukraine sont redoutées par ses concitoyens. Écoutez bien, les élections que Zelensky risque de perdre en Ukraine sont redoutées par ses concitoyens. Enfin, bon. Alors, pour aller au Moyen-Orient maintenant, un article de L'Orient le Jour. Avion iranien, Washington avait mis en garde Beyrouth contre une frappe israélienne en cas d'atterrissage d'un avion iranien sur l'aéroport de Beyrouth. Au Moyen-Orient, un article qui a attiré mon attention sur la politique du nouveau président libanais à l'égard de Hezbollah, car le parti chiite libanais n'a plus de base arrière en Syrie. Ce qui explique d'ailleurs les accrochages qu'il y a eu, de très graves accrochages qu'il y a eu sur la frontière libano-syrienne la semaine dernière. De très, très graves accrochages. Et puis l'enlèvement de certaines familles libanaises qui étaient à la frontière et qui trafiquaient à l'évidence avec les Syriens. Mais là, c'est encore autre chose. Les autorités libanaises n'ont pas autorisé l'atterrissage d'un avion iranien
sur l'aéroport de Beyrouth, sur un conseil de l'administration Trump, qui voudrait ostraciser le parti de Dieu, ostraciser le parti de Dieu au Liban. Et je crois que c'est un tournant important de la politique libanaise qui aimerait que les États-Unis mettent fin au poids du parti chiite au Liban. Parti chiite d'ailleurs qui recule au sein même de sa communauté chiite, de la communauté chiite, qui compte tout de même 40% de la population libanaise. Mais là on voit l'orientation, à mon avis, du président libanais qui en a assez du Hezbollah et qui se dit le Hezbollah, on va essayer de l'éliminer grâce aux États-Unis et peut-être à Israël. Mais rappelons-nous de la guerre civile libanaise. Israël en a usé et encore usé. Et ça a foutu le Liban complètement à plat. Alors vous me direz, là actuellement, le Liban, il n'est pas très fort. Oui, mais il faut faire très très attention. Parce que la guerre civile est jamais très loin au Liban. Donc, faisons attention. Voilà, mes chers abonnés, eh bien écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, partagez, likez, commentez, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné ou si vous avez été désabonné. Allez, à très bientôt. Au revoir. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.